Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Made in Québec podcast pour le 15e épisode. Et aujourd'hui, je reçois Gabriel Caron-Landry. Ceux qui ne connaissent pas Gabriel, en fait, c'est un spécialiste de la long drive, qui est un sport, effectivement, c'est un dérivé du golf. Et pour ceux qui ne connaissaient pas ce sport-là, ben c'est en fait un des buts du podcast aujourd'hui. On va vous faire découvrir qu'est-ce que c'est la long drive, mais également pour vous faire connaître le beau parcours de Gabriel. C'est le 66e athlète présentement dans le monde. Son classement, en fait, actuel, 66e dans le monde au niveau de la long drive. C'est assez impressionnant. Et 5e au Canada, premier au Québec. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi la long drive, on va l'expliquer en détail. Je n'entrerai pas là-dedans dans l'intro. C'est vraiment un sport qui mérite d'être connu et que je souhaite qu'il fasse un jour son apparition aux Jeux olympiques. On en a parlé aussi un peu durant le podcast. On a parlé de son beau parcours aussi. Gabriel, c'est un jeune de 28 ans, né au Yukon. Oui, au Yukon. Fallait que je le plug encore. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et il a déménagé à Repentigny plus jeune, aujourd'hui établi à Lavaltrie, où est-ce qu'il est présentement qui travaille parce que oui, comme plein d'autres athlètes, Gabriel, pour un sport un peu moins connu, comme d'autres athlètes également olympiques, pas le choix de devoir travailler pour vivre de sa passion. Donc, Gabriel a un excellent travail qui est directeur des ventes au niveau de la compagnie d'Évolution à Lavaltrie, qui est une entreprise 100% québécoise, donc qui cadre aussi bien avec le podcast Le Made in Québec podcast. On va parler de qu'est-ce que c'est d'Évolution aussi, qui emploie présentement 125 personnes dans la région, à Lavaltrie aussi, donc une petite ville près du fleuve, près de Repentigny-l'Assomption, ceux qui veulent se situer entre Joliette, je peux dire, et Repentigny. C'est vraiment une superbe ville près du fleuve pour s'y établir, avoir une belle maison à un prix abordable et avoir une belle qualité de vie. Donc, la promotion de la ville est faite. Donc, oui, c'est ça. Pour revenir à Gabriel, c'est un jeune athlète de 28 ans. Il a eu son premier championnat du monde quand même à l'âge de 18 ans, 5 fois au championnat du monde depuis. Il a terminé son bac en finance à seulement 21 ans. Par la suite, fait une maîtrise à 22 ans en France. Était quand même directeur dans une entreprise, pour une banque aussi, c'est vrai. Il a fait tout plein de choses extraordinaires. C'est un gars qui a un parcours académique exceptionnel à un jeune âge, mais qui a également un parcours sportif au niveau de la long drive qui est très impressionnant. Donc, c'est la raison pourquoi je voulais le recevoir. C'est vraiment un parcours inspirant. En plus de vouloir faire connaître ce sport-là davantage au Québec, c'est vraiment une personne qui est très agréable à écouter aussi, souriant, dynamique et qui a beaucoup à apporter pour le podcast et pour vous inspirer aussi. On a vraiment abordé toutes sortes de trucs hyper plaisants et inspirants à entendre. On a fait beaucoup de comparaisons aussi, si vous voulez comprendre un peu c'est quoi la long drive, comparé vraiment à rapport avec Tiger Woods au niveau des meilleurs dans l'histoire du golf, pour comparer vraiment la distance, la ball speed. On a rentré dans le technique. Là. Pour ceux qui se demandent si ça va parler technique un peu au niveau du golf, oui, on a rentré dans le technique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de passionnés de golf au Québec qui vont nous écouter. C'est le but aussi, en fait. On veut rejoindre toutes sortes de sphères, en fait, avec le podcast. Et oui, on a rentré au niveau entrepreneuriat, au niveau du golf, au niveau philosophie de vie, au niveau études aussi. Fait que ça touche un peu à tout. C'est ce que j'aime du podcast, enligner ça de toutes sortes d'angles pour vraiment permettre à toutes sortes de gens, en fait, de pouvoir aimer le podcast et d'être intéressés également. Pour ceux aussi qui se demandent, oui, j'ai pas de casquette aujourd'hui. Enfin, je fais un podcast cheveux au vent. Donc, oui, ça me fait plaisir enfin d'avoir les cheveux coupés. Désolé pour les gens de la région de Montréal. Je ne sais pas, l'épisode va être diffusé lundi prochain. On va être le 15, je crois que ça va être, je ne sais pas trop si ça va être permis dans votre région, mais nous, c'est depuis le 1er juin qu'on a le droit de se faire couper les cheveux dans les Laurentides. On n'est pas dans la grande région du Grand Montréal, donc c'est un avantage si on veut. Et merci au Jackalope Barbershop. Ça va me faire plaisir de leur faire une belle pub. Mais ceux qui cherchent une place pour se couper les cheveux, avoir un excellent barbier, ils ont 3 excellents barbiers là-bas. Moi, c'est Juan qui est un de mon barbier depuis déjà 3 ans et qui a son propre salon. C'est vraiment une belle entreprise québécoise, le Jackalope Barbershop, situé à Saint-Sauveur sur la rue. Mon Dieu, si tu le sors, le page. En tout cas, c'est près de la rue principale, là, ça me sort, excusez-moi, le Sage, je pense. En tout cas, c'est sur le bord de la rue principale à Saint-Sauveur. Allez les encourager, Jackalope Barbershop, pour une belle coupe de cheveux et de barbe, ceux qui ont besoin de se faire rafraîchir un peu.
Ça fait du bien après 3 mois de confinement et de se laisser pousser cheveux et barbe. Donc, chronique, mode et je pourrais dire apparence faite au podcast. Et en même temps, c'est une belle plug pour une entreprise que je respecte énormément et que j'aime encourager, Jackalope Barbershop. Alors, c'est ce qui termine l'intro, en fait. Je voulais faire ça plus court aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite vraiment d'écouter le podcast au complet. C'est extrêmement intéressant. Un beau long podcast, encore une fois. On apprend vraiment à connaître Gabriel dans les moindres détails. Et puis, c'est le but du podcast, vous faire découvrir des parcours inspirants et que vous puissiez vous inspirer par ce fait. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence. C'est extrêmement apprécié. Je tiens à vous le dire. J'ai beaucoup de bons commentaires. Les gens m'écrivent. Continuez de nous encourager. Continuez de suivre le podcast. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et puis, oui, on a beaucoup d'invités. J'ai reçu beaucoup de gens au niveau du sport présentement. Je le sais, j'ai des demandes des gens qui me disent si je vais recevoir des gens de divers milieux. On a reçu quand même Valérie Letourneau, propriétaire d'une crèmerie. On a reçu Hugo Dubé, qui est un acteur. Vraiment, on a reçu un artiste en Sylvie Marcellet. Tu sais, on essaie de varier. J'essaie de varier le plus possible les invités au podcast. Mais j'ai beaucoup de connaissances, de contacts dans le milieu sportif que j'aime vous partager. C'est des beaux parcours comme Gabriel. C'est vraiment des gens, je pense, qui en ont à raconter et puis qui touchent un peu à l'entrepreneuriat souvent. Donc, c'est la raison pourquoi il y a plus de sportifs présentement. C'est possible que ça change prochainement, surtout avec le confinement. Ça fait que les sportifs sont disponibles présentement. Donc, ils ont le temps de me parler. J'en profite. Moi aussi, j'ai le temps actuellement. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup de podcasts actuellement. Merci beaucoup d'avoir été présent jusqu'à maintenant. C'était la parenthèse et je vous souhaite une excellente écoute pour le 15e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Gabriel Caron-Landry. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 15e épisode du Made in Québec podcast. Et aujourd'hui, je reçois un invité qui a mon âge. C'est spécial de recevoir quelqu'un qui, j'en reçois toujours des plus jeunes, des plus vieux. Là, enfin, on va bien connecter sur les sujets qui nous ressemblent en plus. Gabriel Caron-Landry. Ceux qui ne connaissent pas Gabriel, c'est un cogneur, un long driver en anglais qu'on peut dire, et un long cogneur de golf, si on peut traduire à la française plus précisément. C'est vraiment un athlète oui, on peut appeler ça un athlète parce que c'est un sport qui est très méconnu au Québec. Le long drive, c'est aux États-Unis très populaire, ici un peu moins, quelque part d'autre dans le monde aussi. Les gens suivent beaucoup plus ça. Moi, je suis vraiment estomaqué à chaque fois que je vois les drives de ces athlètes-là. C'est exceptionnel. Juste pour vous donner une petite idée rapidement pour ceux qui se demandent à quoi qu'on peut s'attendre quand on parle de long drive, là. Juste pour une petite comparaison. Vous connaissez Tiger Woods? Je pense que tout le monde le connaît très, très bien, meilleur golfeur de tous les temps, selon moi. On parle de juste en distance de verge. Ceux qui connaissent un peu le golf, là, vous savez que les coups de départ se calculent en verge. On parle de Tiger Woods, 295 verges de distance qu'il peut parcourir en moyenne dans ses meilleurs drives qu'on peut dire. Et Gabriel Caron-Landry, un gars de Lavaltrie présentement, 375 en moyenne et son record 426 verges, ce qui est assez exceptionnel pour ceux qui veulent rentrer dans les statistiques au niveau ball speed. On va en parler plus tard, inquiétez-vous pas. Je vous dis, c'est impressionnant. Allez voir des vidéos aussi sur YouTube, c'est exceptionnel. Donc, oui, je voulais le recevoir parce qu'on reçoit des parcours inspirants dans le Made in Québec podcast. Et puis, Gabriel a vraiment un parcours inspirant parce qu'il réalise tous ses objectifs, tous ses rêves à la fois. Et un peu comme je fais, que les gens me posent souvent des questions, pourquoi tu fais la photo, des conférences, que tu touches à tout plein d'autres trucs. Bien, il n'y a pas de mal à faire toutes sortes de trucs différents. C'est si on fait ce qui nous passionne, bien, on va avoir une vie heureuse, une vie bien remplie. Et puis, Gabriel l'a très bien compris, ça aussi. Il est présentement directeur des ventes pour une entreprise de software informatique qui s'appelle Dévolution. Entreprise 100% québécoise, donc qui cadre parfaitement avec le Made in Québec également. Donc, il est directeur des ventes pour cette entreprise de Lavaltrie. Et puis, également, il poursuit sa carrière de long driver partout dans le monde. Et puis, il est déjà à son 5e championnat du monde actuellement, ce qui est assez exceptionnel. Il est premier au Québec, son classement, 5e au Canada et 66e dans le monde. Vraiment un beau parcours. Alors, son premier championnat, excusez-moi, il l'a fait à seulement 18 ans.
ce qui est quand même assez exceptionnel parce qu'ils affrontent des adultes avec leur taille, leur force d'adulte aussi. Donc, de compétitionner, c'est pas toujours évident. Par la suite, au niveau scolaire, un très, très beau parcours aussi. Gabriel, il a terminé son bac en finance à seulement 21 ans, ce qui est très jeune, comme vous le savez. Par la suite, il est parti en France faire une maîtrise en gestion internationale des PME. Donc, c'est quand même un très beau parcours qui a terminé à 23 ans sa maîtrise. Sincèrement, je vous lève mon chapeau parce que ça prend vraiment une bonne discipline pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, tout en continuant, bien sûr, son parcours au niveau de l'athlète de long driver, en fait. Donc, c'est pas mal un beau parcours qu'on va décortiquer davantage ensemble. Alors, merci beaucoup, Gabriel, d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plus que plaisir. Je suis très content qu'on parle un peu de long drive. Ben oui, écoute, ça va mettre un peu en évidence ce beau sport parce que les gens au Québec vont penser que c'est un hobby, comme on voit aussi, personnellement, ça m'arrive très régulièrement d'aller driver avec mes chums, d'aller surtout dans les Laurentides. On en a plusieurs beaux petits parcours qu'on peut aller driver à peu près 250, 300 verges maximum. Dans ton cas, c'est pas approprié pour toi, c'est clair, tu vas défoncer dans le bois. Mais premièrement, une question qui me vient en tête, comment tu fais pour t'entraîner? Parce qu'il y a des limites dans les parcours. Tu fais-tu exprès de moins forcer ou quoi? C'est comment tu fais? Non, je suis vraiment chanceux. Puis j'habite à la Valtrie et à Joliette, il y a un champ de pratique qui s'appelle le champ de pratique de chez Dauphin Forêt. Dans le fond, il est assez long. Il mesure 420 verges à peu près de long. Le vent est quasiment toujours de côté. Donc, c'est des conditions idéales pour que je puisse m'entraîner à frapper la balle le plus loin possible. Et c'est vraiment large, donc je perds jamais ces balles. Parce que je dois te l'avouer, on m'a souvent kick-out d'un terrain de golf, d'un champ de pratique. Il n'y a pas grand champ de pratique au Québec qui peuvent m'accueillir. Puis en même temps, c'est normal parce que, tu sais, ils veulent pas perdre leur balle. Moi, je veux pas perdre leur balle, fait que je vais juste pas. Mais ce que j'ai fait dernièrement, puis ça, c'est avant le confinement, j'avais acheté un filet. Un filet que j'allais, comme ça, un filet transportable que je peux aller frapper n'importe où. Donc ça a changé mon entraînement, ma pratique. Fait que dès que j'ai un moment de libre, je peux frapper n'importe où. Ça fait sûr, une tu ne peux bonne pas différence. savoir à quelle distance tu y vas, mais hey, écoute, il faut que je te pose cette question-là. C'est peut-être bien niaiseux, là, mais moi, quand je drive, dans mes bonnes drives, là, j'atteins un 250, puis je saute dans les airs, puis je dis yes, sir. J'ai une bonne drive, là, puis je vois la fin là, du parcours, puis il me semble qu'elle roule jusqu'au bout du parcours dans le bois. Là, tu es comme un petit sentiment de satisfaction. Là. Ouais. Mais je la perds de vue quand même à 250, puis là, j'ai mes lunettes. Là. Je me dis, toi, comment tu fais pour l'avoir à 426 verges? Écoute, c'est physiquement impossible. Pour être franc, je la vois pas. Je la vois plus depuis très longtemps. Écoute, des fois, je joue avec des gens, puis je joue au golf, là, des fois, puis je leur demande, pouvez-vous juste regarder ma balle parce que on la retrouvera pas, là. Non, ça, c'est sûr que on s'entend qu'aux États-Unis, peut-être qu'il y en a plusieurs qui s'entraînent au niveau que tu es, en fait. Mais au Québec, quand tu arrives sur un champ, puis surtout, tu as une stature assez imposante, tu peux-tu nous dire aussi tes mensurations sans être indiscret, mais c'est quand même colosse. 6 pieds 2. Ouais. 6 pieds 2, 300 livres. C'est ça, ça paraît sur un terrain de golf parce que t'as pas le physique type non plus d'un Tiger Woods, justement, ou un Rory McIlroy, là, de vraiment que tu le vois arriver dans sa fine taille de guêpe. Là, mais toi, tu arrives, tu as l'air d'un joueur de football sur un terrain de golf, ça doit tirer l'œil aussi un peu là-dessus. Là. Oui, c'est un peu. C'est non orthodoxe de voir quelqu'un de ma grandeur, de mon poids aussi flexible. Souvent, c'est ça qui impressionne un peu les gens. Là. Si on peut dire impressionné, là, mais qui les étonne un peu parce que à 6 pieds 2, 300 livres, tu n'es pas censé être capable de tourner autant les épaules puis autant les bras dans le swing, puis d'avoir des hanches aussi flexibles et c'est très rare, mais dans mon sport, ils ont toute ma shape quasiment. C'est vrai. Ils ont tous 6 pieds plus. En bas de 6 pieds, c'est plus difficile d'avoir un arc de swing qui est assez brise. 5 pieds 10, là, mais écoute, peut-être qu'il y a de quoi Jamie Sadlowski, 2 fois champion du monde de long drive, mesurait 5 et 9, 5 et 10. Puis il était tout maigre. Là. Je pense qu'il pesait même pas 150 livres, 160 livres mouillés. D'abord, j'ai des chances. Merci. Oui, c'est une question de vitesse. C'est une question de vitesse. Il faut générer de la vitesse, la long drive. Exactement, parce que ceux qui ne connaissent pas le sport, on va en parler davantage. C'est le but aussi du podcast, faire connaître ce beau sport-là et en même temps faire connaître ton beau parcours. Mais en question de sport, c'est vraiment différent parce que tu ne peux pas arriver
sincèrement, tu sais, le monde qui vont te voir va dire « Hey, t'es au championnat du monde dans un dérivé du golf, mais tu dois être bon au golf aussi. » Dans ton cas, ça ne veut pas dire nécessairement, parce qu'on parlait un peu des potes hier, des fameux coups roulés rendus sur le verre. C'est un autre art. Puis dans Oui, ton cas, c'est pas le tien. Fait que, non. comment tu fais pour dire aux gens que moi, je suis un des meilleurs au monde dans mon dérivé du golf, mais demandez-moi pas d'aller jouer au golf avec vous. Je risque de pas être capable de suivre sur certains points. Oui. Bien, souvent, ce que je dis, c'est simplement, je suis un peu comme un lanceur de javelot, un lanceur de poids aux Olympiques. Euh, Moi, je m'entraîne pour une spécialité qui est la drive. Et c'est une motion. Dans le fond, le driver, c'est une motion, le fer, c'est une motion, puis le putter, c'est une motion. Donc, c'est de la mémoire musculaire. C'est quelque chose que moi, je m'entraîne juste pour la mémoire musculaire la plus rapide, la fibre rapide de mon corps. Je m'entraîne pour ça. Donc, moi, je leur dis simplement, ben moi, je m'amuse à frapper ma drive, puis si je suis capable de frapper un fer, ben ça va ensemble. Ça vient après. C'est sûr, c'est pas impressionnant parce qu'il y en a 1 million de fois meilleurs que moi avec des fers. Mais moi, je me suis vraiment spécialisé dans long drive, dans le frappage de driver. Ben, c'est quand même une belle spécialité aussi, puis ce qui fait toi, en fait, un cas unique au Québec, là, parce que tu es vraiment le meilleur au Québec en ce moment. Mais il y en a combien de cogneurs de long drive au Québec en moyenne? Euh, Pas obligé d'y aller il y a- précisément. Là. non, mais il y en a au moins 150 qui font ça, qui participent à des compétitions, OK, sur une base Ouais, sans régulière. compter les amateurs qui sont quand Exactement, même les bons, amateurs mais qui s'essayent. Parce que, mettons, je te donne un exemple, il y a un tour au Québec, puis quand les gens s'inscrivent aux compétitions, tu entends toujours hey, moi, là, je suis le long cogneur de mon club. Là, ça, je l'ai entendu souvent. Mais c'est ça, ces gens-là peuvent être considérés comme des long drivers. N'importe qui, la seule différence, moi, je suis un long driver professionnel. J'ai gagné de l'argent en étant long driver. Mais tu sais, il y en a plein qui peuvent se dire, moi, je frappe loin, je suis un long driver, puis je peux essayer. Parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut quelque part dire, ben là, je frappe loin, puis je me concentre là-dessus. Puis c'est drôle parce que dans les compétitions au Québec, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'essayent. Il y en a une très grosse au Lac-Saint-Jean qui se fait à chaque année et c'est énorme. C'est énorme le nombre de personnes qui s'essayent. C'est drôle parce que en même temps, ça rend humble Ah oui. quand ils se compétitionnent contre moi. Puis en même temps, des fois, c'est le contraire, ça rend humble, mais ça donne un petit goût d'essayer de frapper plus loin. C'est Puis un le Québécois challenge. moyen est bon pour vouloir frapper plus loin. On est très, très. Puis c'est pour ça que, en termes de population, quand je dis 150, le potentiel serait beaucoup plus grand, c'est juste qu'il n'est pas connu, le sport. Mais c'est énorme. Là. Au Québec, là, les joueurs de hockey, ça fait vraiment une bonne différence. Le slap shot, la motion, la puissance, la flexibilité des joueurs, des gens au Québec est bonne. Donc, c'est quelque chose que faut juste que ça soit connu, puis ça va se développer très, très, très vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut faire ça au niveau compétitif aussi, il faut dire, Mhm. parce que, tu sais, dans les Laurentides, comme je disais, j'en ai un à côté de chez nous, à Prévost, à Piémont, des beaux driving range. Puis c'est sincèrement, depuis qu'ils ont ouvert les clubs de golf, là, 2 semaines, c'est plein. Là. À chaque soir, je passe devant, c'est rempli à craquer. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis la plupart utilisent ça simplement, pas pour faire vraiment de la drive, mais pour pratiquer le coup de départ, parce que c'est des vrais golfieurs. Ils arrivent là avec leurs équipements, leurs gants, ils sont habillés déjà prêts pour jouer. Puis, Ouais. tu le vois que c'est pas nécessairement des gars qui se spécialisent dans la long drive, mais tu as beaucoup d'amateurs qui arrivent là, un peu comme moi, en camisole avec les lunettes fumées, puis dire Hey, je me prends pour Happy Gilmore aujourd'hui. Fait Ben oui. il y a les deux, là, mais si je pense que si sincèrement, on parlerait un peu plus de ce sport-là au Québec, qu'on mentionnerait ça comme un sport, en fait, une compétition qu'on peut en Mhm. faire également, devenir un athlète, ben, ça serait peut-être plus connu, puis il Oui. y en aurait certainement parce qu'il y a beaucoup de. Tu sais, ça touche un peu, tu sais, les gens qui aiment faire des slapshots au hockey, tu Oui. sais, ça va Les chercher compétitions. des frappeurs de coups de circuit au baseball. Tu Oui. sais, la puissance, là, ça attire énormément de gens au Ouais. Québec. Je pense que ça mériterait d'être plus connu aussi. Là. Oui, puis en même temps, grâce au Golf Channel qui a acquis les droits de la long drive, ça fait une différence. Ah oui. Puis de plus en plus, moi, j'en entends parler. Les gens m'en parlent en long drive. J'ai vu ça au Golf Channel. Là, tu connais-tu Carl Berkshire? Tu connais-tu tel gars? Puis oui, je les connais. Puis je les ai tous déjà battus une fois dans ma vie. Puis ils m'ont tous déjà battu une fois. Puis tu sais, on est toujours le même tour. C'est comme le PGA Tour, mais c'est le tour de long drive. Donc ça, c'est quand même le fun. Puis c'est sûr et certain que c'est tellement un gros effort pour juste frapper la balle loin que la barrière à l'entrée est très élevée. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est là, c'est drôle, hein, cette année, ça a vraiment débloqué. Depuis que c'est au Golf Channel, j'ai à peu près 20 Québécois qui m'ont contacté personnellement juste pour m'acheter des drivers parce que le plus dur, c'est de trouver l'équipement pour pouvoir commencer à faire ça. Tu sais, comme quelqu'un qui veut faire du lancer du javelot. Tu achètes ça où ton lancer du javelot, ton javelot la première fois?
No idea. Aucune idée. Fait que tu fais des recherches, puis là, tu tombes sur quelqu'un comme moi, mais qui est accessible. Je suis pas ta gouide, là. Moi, tu peux venir me parler, puis je vais te parler. Là. Je confirme. Fait que, c'est ça, tu Très m'as accessible. contacté. C'est ça. Fait que, fait que les gens me contactent, puis c'est ça qui est le fun, parce que moi, mon sport, je l'aime, tu n'as même pas d'idée, c'est une passion pour moi, puis ça va me suivre jusqu'à ma mort. Puis pour moi, quand quelqu'un me parle de long drive, je vais faire la même chose que la personne qui m'a enseigné la long drive, qui s'appelle Claude Leduc. Je vais tout y donner s'il faut. Je vais y vendre un driver que moi, il m'aurait coûté 500$, je vais y vendre 100$ juste pour qu'il compétitionne et qu'il s'amuse. C'est ça mon but dans l'histoire. Si je vois que la personne est sérieuse, c'est ça aussi. Puis c'est comme ça qu'on fait grandir les choses. Puis on est encore au balbutiement du sport. Parce que moi, je compare toujours la long drive comme le hockey du Canadien des années 1900, où les gars, ils avaient une deuxième job dans une shop, puis le soir, ils allaient jouer au hockey. Puis c'est ça la long drive. Des road trips de 12 heures pour faire une compétition en Pennsylvanie, Halifax, descendre jusqu'en Caroline du Nord pour aller faire une compétition. Puis que j'ai gagné quoi, 1500$, puis ça m'a coûté ça en gaz dans le temps, puis en hôtel. Donc, c'est vraiment plus une passion que vraiment quelque chose pour le moment. Puis le but avec le Golf Channel, c'est de faire grandir ça. Et donc, exact. Ben, c'est peut-être ça, en fait. Je fais appel à tous les gens de RDS ou TVA Sport qui nous écoutent en ce moment. Ça serait le fun de peut-être, au lieu de voir comme là, on a juste excusez-moi, là, mais du maudit vieux sport à la télévision on connaît déjà tout le score des matchs. Au lieu de diffuser des choses, même les dards, là, sincèrement, les dards et le bowling, là, je ne sais pas qui écoute ça au Québec, là, mais toutes les fois que je tombe là-dessus à la télévision, surtout bien tard le soir, là, quand tu vas dans un bar puis c'est à RDS ou à TSN, ben, tu vois les dards puis tu te dis, y a-t-il vraiment du monde qui écoute ça passionnément puis qui connaissent tous les joueurs? Peut-être, mais tant qu'à faire, pourquoi pas populariser un nouveau sport qui est en pleine effervescence puis que n'importe qui peut décider de faire ça comme sport, en fait, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a des sports plus coûteux que d'autres. Probablement Il y a, 1 million de golfeurs au Québec. Exactement, mais tu sais, oui, ça coûte cher le golf, mais tu as peut-être moins besoin d'équipement qu'un joueur de golf standard parce que toi, tu as besoin de t'équiper avec un long driver naturellement. Mais à part ça, tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir un sac, tout le kit avec des putters. Fait que, tu sais, c'est un sport qui pourrait être accessible s'il serait plus connu, mais tout part de la télévision. Comme on voit même avec le mini-pot en ce moment à la télévision. Il faudrait vraiment que ça soit popularisé au Québec davantage. Je voulais qu'on parle de ton équipement, justement. C'est quoi que ça prend comme équipement, quelqu'un qui veut se starter dans ce milieu-là, débuter dans le domaine du long drive? Premièrement, tout l'équipement qu'on va utiliser, c'est la même chose que sur le PGA Tour, les mêmes règlements de la USGA. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas avoir des bâtons truqués, on ne peut pas avoir des bâtons plus longs. Les gens, il y en a beaucoup qui connaissent la long drive du fait que Jason Zuback, dans le temps, était un des meilleurs au monde. Et dans le temps, les bâtons étaient très grands. Pour justement limiter les laisser aller, ils ont mis le règlement de 48 pouces de la USGA. C'est-à-dire, le bâton ne peut pas dépasser 48 pouces sur une règle spéciale. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est vraiment le golfeur qui fait la différence pour envoyer la balle le plus loin. La tête, ça soit n'importe quelle tête, c'est réglementé. L'effet trampoline qu'on appelle quand la tête frappe sur la balle, elle est réglementée. Donc, tu ne peux pas avoir plus d'effet trampoline que quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas ça qui fait qu'on va plus loin. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça met vraiment l'emphase sur l'athlète, le sportif, et non pas sur l'équipement. Et c'est merveilleux parce que ça fait développer le sport. Puis depuis qu'ils ont fait ça, ça a fait développer le sport atrocement. Là, moi, j'ai commencé il y a 13 ans la long drive et on était facilement aux États-Unis peut-être 100 000. Maintenant, aux États-Unis, quand on fait des compétitions, les qualifications pour les championnats du monde, il y a à peu près 1000 personnes par fin de semaine juste pour se qualifier. Puis ils en prennent 4 durant la fin de semaine pour se qualifier pour les championnats du monde. C'est juste un exemple. Quand même, là, c'est beaucoup. Puis au monde, là, mettons, on parle de... Y a-t-il 1 million de golfeurs de long drive, de frappeurs de long drive, ou c'est à peu près combien? On pourrait parler à peu près... à peu près 500 000 long drivers. Mais c'est des gens qui vont essayer. On peut comptabiliser jusqu'à 500 000 personnes qui ont déjà compétitionné dans une compétition de long drive. Quand même. Donc, c'est ça. 500 000 au total, tu es 66e. Ça fait un bon... tu es quand même dans les tops du monde. Là. C'est assez impressionnant. Puis, est-ce que ça pour toi, c'est comme... pas enrageant, là, mais de savoir que
sais, il y a beaucoup d'athlètes, de boxeurs qui sont 66e au monde, puis c'est un Québécois, mais tout le monde les connaît. Tu sais, c'est sûr, quand tu es dans le top 100 au monde dans une discipline, même les joueurs de tennis, tu sais, on pense à Félix Auger-Aliassime, il était 102e, puis tout le monde en parlait. Là, tu sais, je veux dire, tu vois, tu es 66e au monde, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même excellent. Puis il n'y a pas tant de personnes qui te connaissent que ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre parce que tu sais que tu n'as pas autant de mérite, là, mais que tu pourrais être plus connu davantage? Non, non, du fait que je fais pas ça pour la gloire, la reconnaissance des pairs. Je fais pas ça pour ça. Écoute, moi, là, j'ai commencé à la longue drive, j'ai même pas commencé à la longue drive. Moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, je jouais au golf. Je voulais vraiment jouer au golf. J'étais un bon golfeur. Puis j'étais membre à Joliette. Puis Billy Hull, le pro, à un moment donné, il avait entendu parler de moi, que je frappais fort. Puis Billy Hull, qui est champion du Québec 2 fois, je pense, comme pro, il me dit, Gab, viens-t'en, on va frapper des balles, on va faire un 9, puis on va frapper un concours de long drive sur le trou numéro 6. Il me dit, OK, tu sais, moi j'avais 16 ans, là. Billy il était plus vieux, puis j'étais content, là, Billy m'invitait. Fait que là, moi, je suis allé avec Billy, puis à un moment donné, sur le trou numéro 5, c'est un grand par 4, il me dit, go, on fait un concours. Il frappe sa balle, je pense qu'il frappe 303 verges. C'est une bonne drive. Excellent. Puis moi, je la frappe, puis je frappe 333 verges. Je m'en souviens parce que c'était 30 verges de plus loin que lui. Puis il me dit, à ce moment-là, il me dit, Gab, tu devrais faire de la long drive. Puis moi, je me souviens d'y avoir répondu, non, je veux jouer au golf. Je veux vraiment performer, puis je veux aller loin au golf. Puis il me dit, OK, tu sais, fais ce que tu veux, mais je pense que tu as un talent. Puis lui, il me dit ça, à 16 ans. À 17 ans et 9 mois, au mois de mars, puis ça, je te jure, j'en parle, j'ai la chair de poule, je me réveille en pleine nuit. Je rêve que je frappe une balle, là, tu vois, je suis dans mon sol, là, puis je rêve que je frappe une balle à travers ma fenêtre, puis qu'elle va à 412 verges. Puis je me réveille en sueur, mais quelque chose de pas drôle. Fait que là, je me réveille, là, je suis plus capable de dormir, je dis, fait quoi de fuck, c'est quoi ça? Le lendemain matin, je m'en vais à Repentigny, à un magasin qui s'appelait Golf Liquidation, qui était sur Notre-Dame. Ouais. Et je m'en vais là, puis je dis, j'avais pas d'homme de la nuit, j'avais fait des recherches, j'avais vu qu'il fallait que des bâtons spéciaux. J'avais dit, vous, est-ce que vous êtes capable de me fabriquer des bâtons plus longs, puis tout? Il me dit non. Mais il me dit, par exemple, il y a quelqu'un qui travaille ici, que lui serait capable de t'aider. Puis c'est à ce moment-là qu'ils m'ont présenté Claude Leduc, qui est une sommité dans le monde de la long drive. Tous les vieux de la vieille de la long drive le connaissent. Il a été 15 fois au championnat du monde dans les années où c'était vraiment pas connu. Mais c'était vraiment une sommité. Puis ils m'ont mis en relation avec, puis c'est grâce à lui, un modèle d'humbleté qui tu sais, lui, il n'a jamais fait ça. Jamais personne, il n'y a pas un journal qui a parlé de lui quasiment. Puis lui, il m'a tout montré dès le début, mais il m'a bien enseigné, il m'a bien montré les mentalités. Puis, tu vois, moi, j'ai un peu cette mentalité-là de dire, ben j'arrive de loin, on n'est pas un vrai sport encore, puis on commence à le devenir. Tu sais. Ben, exactement. Fait que là, ça t'a vraiment pas. Ça a été un mentor, dans le fond, pour toi, M. Leduc. Là, de ce que oh mon Dieu, ça a été. C'est avec lui que j'ai fait mes premières compétitions. Il m'a donné, comme j'ai dit, moi, il m'a vendu mes 2 premiers drivers pour 100$. Dans ce temps-là, c'était encore plus cher. Puis, 100$, c'est pas grand-chose aujourd'hui. non, non, exactement. Puis ça, puis pour moi, c'est important de donner au suivant. Fait que c'est pour ça que quand j'ai la chance, tu sais, j'aide les gens qui commencent le sport parce que c'est tellement dur de commencer. Surtout quand tu as vraiment l'intention, c'est tellement dur de commencer qu'il faut vraiment que tu aies un coup de pouce. Ah, t'as pas le choix, c'est sûr. Puis c'est bon que tu veuilles vraiment redonner aussi à la communauté, puis aux plus jeunes aussi là-dessus. Puis de ce qu'on a parlé un peu avant le podcast aussi, puis je voulais en parler avec toi davantage pour que les gens le savent. À 17 ans, comme on disait, tu as décidé de créer un principe sur le golf. En fait, le golf par la physique, que tu as également créé des cours de golf à la ville de Repentigny pour les plus jeunes. Donc, c'est pas d'hier que ça date ton besoin aussi de redonner à la communauté, mais c'est quand même à 17 ans, il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent parce que ceux qui le savent, je fais un peu de conférences auprès des jeunes dans des carrefours jeunesse puis des écoles secondaires. Puis il y a beaucoup de jeunes qui me disent ah, mais je peux pas le faire tout de suite, je suis pas assez vieux. À 17 ans, là, on peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé des grandes choses, même c'est parti des entreprises à cet âge-là. Ça débute jeune des fois, puis c'est vraiment de juste de créer des trucs, d'ouvrir sa créativité, puis dans le pire des cas, tu essayes, puis tu ne perdras rien à essayer parce que tu vas retrouver des choses, c'est impossible de perdre vraiment son temps en créant des choses, en essayant des trucs. Fait que dans ton cas, à toi, ça a été bénéfique, puis ça t'a vraiment donné des beaux contacts, puis avec ces jeunes-là. Parle-nous un peu de cette expérience. Bien, moi, j'ai été vraiment chanceux. Le directeur du complexe sportif Gilles Tremblay à Repentigny, à l'âge de 17 ans, il m'a donné le mandat de créer un cours de golf. Okay. Et ce qu'il m'a demandé, c'était de vraiment de A à Z, de créer un document lui expliquant, parce que lui, il ne connaissait rien au golf, lui expliquant comment ça se ferait un cours de golf, qu'est-ce qu'il avait besoin et tout.
Et donc, là, moi, je suis parti de là. Puis, pourquoi il m'a donné ça à 17 ans, whatever, je ne sais pas, mais il m'a fait confiance parce qu'il ne veut pas que j'allais à l'école, j'étais un bon étudiant. Puis, il m'a demandé ça. Puis moi, durant un été complet, j'ai travaillé avec des physios, des chiro, des kinésiothérapeutes, à comprendre le sport et surtout le corps humain dans l'objectif du golf, dans l'axe du golf. Et donc, avec des heures, j'ai à peu près là, 100 heures de discussion avec des physios, des kinésios, pour comprendre juste c'est quoi le phénomène de l'accélération dans le swing de golf. Et donc, ce que j'en ai compris, c'est que tu as le phénomène technique au golf, très important, qui est qu'est-ce que les pros en ce moment enseignent très bien au Québec, sont excellents. Puis il y a l'aspect physique, qui là est complètement oublié, mais complètement oublié dans l'aspect de l'enseignement au golf. Et puis c'est ça qui est merveilleux de travailler avec des plus jeunes. De l'âge de 0 à 21 ans, ta fibre musculaire blanche, qui est ta fibre de vitesse, tu peux la développer. Et après 21 ans, c'est 4 fois plus dur de développer ta fibre de vitesse que si tu avais 0 à 21. Donc, ce que ça fait, c'est quand tu travailles avec des jeunes, moi, puis c'est ça que je conseille à tous les pros, quand tu as des jeunes devant toi, la technique, c'est important, mais tu les fais frapper. Il faut que la vitesse, il faut que la puissance qui provient de la vitesse, il faut que ça soit ancré dans leur corps. Ça Et développe donc, à cet âge-là. exactement. Fait que tu les laisses frapper. Comme au baseball. Au baseball, là, tu le laisses frapper, tu le laisses frapper, tu le laisses frapper, puis à un moment donné, tu y inculqueras la technique. C'est un gros problème, ça, parce qu'en tant que joueur de baseball aussi, depuis 4 ans que je lance au baseball, puis là-dessus, je vais y aller vraiment selon ce que tu dis, tu as raison, parce qu'on nous empêche à un certain âge, là, surtout à 16-20 ans, là, on nous empêche, je pourrais dire, d'aller vraiment en puissance, parce que c'est tellement important d'éviter des blessures. Puis ils nous disent surtout au niveau de notre bras, faites attention, la technique est tellement importante que souvent on va dans les gymnases l'hiver, puis c'est vraiment juste de pratiquer la bonne motion puis la façon qu'on sort notre bras pour être certain d'éviter les blessures, des bons étirements, mais on pratique rarement la puissance. On nous dit que c'est important d'aller en précision, d'améliorer ta précision, mais ce qui fait qu'on a des bons lanceurs vraiment au Québec, mais quand on parle vraiment de rapidité, de puissance au niveau du bras, on n'a pas grand lanceurs qui vont frôler les 96 à 100 000 à l'heure comme on voit dans certains autres pays aussi, là, surtout plus dominicains. Fait que dans ton cas, c'est vraiment ça aussi. Je pense que tu as raison. Si on améliore plus cette puissance-là à un jeune âge, ben, ça te suit toute va ta ancrer. vie. Ça te suit toute ta vie. Et ce qui est important dans cette découverte-là que moi j'ai eue, c'est que moi j'ai à 17 ans, donc de 17 à 21 ans, je me suis concentré sur mon développement de la vitesse. Je n'ai fait propre cobaye. J'étais mon propre cobaye sur ma technique, puis en dedans d'un an, je suis passé de 114 000 à l'heure de club at speed à 142 000 à l'heure de club at speed. Et en un an. Tout ça en travaillant la fibre blanche, comme on a parlé précédemment, et les nerfs. C'est-à-dire qu'il faut que ton corps accepte ta vitesse. Il faut accepter la vitesse. Puis ça, c'est extrêmement dur, ça fait mal. Puis ça, c'est pour ça que quand on voit un athlète, moi, quand je vois un lanceur au baseball qui lance à une vitesse faramineuse, je me dis, cette personne-là ne sent pas son corps. Il ne faut pas qu'il sente parce que tu as l'impression que ton épaule, ton bras, tout doit arracher à cette vitesse-là. Même si tu as la meilleure technique du monde, il faut que tu sois capable d'endurer cette vitesse-là. C'est ce qui est le plus dur, les blessures. On va en parler après, là, je ne vais pas te couper, mais c'est vraiment important que les gens comprennent que dans le cas du baseball, qu'il y a un lien aussi avec le golf, là, de ce qu'on peut comprendre. C'est ce qui est le plus difficile pour tous les lanceurs. On pense à Éric Gagné qui avait déjà eu des très bonnes saisons. On oublie le côté des tâches qui sont arrivées à son dossier, mais on pense juste à un gars qui lançait du 96 à 97 000 à l'heure régulièrement, puis qui pouvait descendre à une balle change-up qu'on appelle un changement de vitesse à 80 000 à l'heure. Mais sur le coude, là, c'est tellement demandant pour un lanceur que ça a fait qu'il y a eu la fameuse opération Tommy John qui est de carrément refaire la reconstitution en fait du coude par des ligaments qu'on va aller chercher dans la cuisse pour greffer dans le coude par après. C'est une grosse opération. Mais au niveau du golf, est-ce qu'il y a des blessures vraiment qui peuvent être occasionnées, surtout par la long drive? Oui, au niveau des genoux, au niveau du bas du dos, puis au niveau des côtes. Moi, je te donne un exemple. À chaque fois que je frappe un driver, que je fais un full swing, là, 100% en compétition, j'ai deux côtes flottantes qui disloquent. Ça fait mal. Mais encore une fois, ce que je te dis, c'est que c'est pour arriver à la vitesse qu'on descend,
moi, dans ma morphologie, il y a une certaine affaire qui fait en sorte qu'il disloque. Puis après ça, c'est drôle, je demande à quelqu'un de me piler sur le dos, ça m'y replace, puis après ça, on continue. Mais ça, tu vois, j'endure cette douleur-là depuis 13 ans. Et depuis un certain temps, là, je fais des exercices pour améliorer la force de mon dos pour plus que ça le fasse, parce que c'est important. Parfois, dans ta chaîne musculaire, tu as un endroit qui est moins solide, donc ça disloque. Mais ça, tu vois, ça, c'était ma blessure qui revenait tout le temps. Des fois, j'avais de la misère à respirer parce que mes côtes, ils touchaient à mes poumons. Donc, ça, pourquoi j'ai l'impression que c'est les hanches? Moi, je te regardais ton swing sur YouTube, puis je regardais d'autres champions du monde, puis hey, juste les hanches, là, je me dis, à 50 ans, vous allez avoir des hanches en plastique, c'est clair. Là. C'est effrayant comment que vous générez de la vitesse par la torsion du bassin. C'est surhumain. Là. Ben, j'ai eu une infiltration dans le nerf sacro-iliaque, il y a peut-être 1 an et demi, justement, parce que là, au niveau de mon bassin, là, il commence à être irrité, parce que c'est toujours le même côté. Il ne faut pas oublier que c'est un mouvement unilatéral d'un sens. Donc, c'est-à-dire, tu fais toujours le même swing du même bord. Fait que c'est important, quand tu t'étires, quand tu fais tes swings, d'en faire aussi de l'autre bord pour réajuster le tir. Mais avant, tu vois, j'étais dans l'inconscience, j'étais dans la naïveté de la jeunesse, puis moi, je faisais juste toujours la même affaire du même bord. T'es invincible quand t'es jeune. Entre 17 puis moi 25 ans, là, je me souviens pas de tout l'entraînement que j'ai fait. J'étais invincible. Je pouvais pas me blesser. Puis là, rendu à 25 ans, flac les blessures, le mal de dos, le manque d'étirement. C'est normal. N'importe quel athlète va arriver là. Puis à un moment donné, c'est là, il faut que tu apprennes à être justement plus intelligent, la technique, mieux faire les choses. Ben, c'est ça. Mais la différence aussi, c'est que ton sport, comme beaucoup d'autres athlètes, oui, il y a des golfeurs, on parle de juste golfeurs, là, pas de long drive, qui peuvent durer. On pense je pense que c'était Tom Watson qui, je pense, golfe encore là, à 75 ans. Oui. C'est Jack Nicklaus qui a tellement golfé longtemps aussi. Je veux dire, tu peux continuer. On voit beaucoup de personnes âgées aussi le matin tôt dans les clubs de golf, puis tu peux continuer quand même à avoir des bonnes performances puis avoir des bons scores malgré l'âge. Et je salue également un de mes anciens collègues, Daniel Laverdure de chez John Deere, qui est un excellent golfeur également, qui risque d'écouter le podcast et qui te connaît très bien également. Donc, on en avait parlé souvent ensemble de ça. Puis, à l'âge que tu as, tu peux quand même espérer avoir un 10-15 ans de carrière, j'imagine. Mais la moyenne d'âge, je pourrais dire, le plus vieux qu'on peut atteindre dans le long drive, c'est combien à peu près? Oh mon Dieu, les gars sont tellement impressionnants. Moi, j'ai Jeff Gavin en tête, qui est un Canadien, qui est le 2e plus long cogneur canadien. Je pense qu'il est top 10 en ce moment au monde. Le gars, il a 52 ans. Il a gagné le championnat. Puis le gars, il compétitionne dans le Open puis dans le Senior, puis c'est une machine parce que lui, dans le fond, dans sa morphologie, dans sa puissance, il est capable de ne pas se blesser. Tu sais, c'est comme les lanceurs, le lanceur au baseball là, qui avait comme quasiment 50 ans à la fin de sa carrière, là, 47 peut-être. Bon, il y en a eu une couple là, quand même. Des Roger Clemens. Clemens? Oui, c'est ça, Roger Clemens. Ben, lui, il était quand même pas si vieux, mais en tout cas, j'ai un blanc de mémoire, excusez. C'est mon sport préféré. C'est pas grave, mais dans le sens que, tu sais, les lanceurs au baseball qui ont une longue carrière, c'est que c'est les meilleurs pour gérer leur corps. Puis, ils vont s'adapter à la carrière aussi. Tu sais, eux autres vont lancer souvent, tu n'auras pas un lanceur de 40 ans qui va lancer une balle rapide à 100 000 à l'heure. Tu vas avoir un lanceur de 40 ans comme Bartolo Colon, justement, on peut en parler de lui avec l'ancien des Expos qui joue encore à l'heure actuelle, là, 47 ans, puis il n'y a plus la balle rapide qu'il avait à 20 ans. Mais il s'adapte en trouvant d'autres types de lancers. Mais dans ton cas, tu ne peux pas dire je vais faire une balle changement de vitesse, ça ne sera pas performant. Mais moi, je dis toujours, mon corps en ce moment, j'ai fait un peu comme mon deuil. Là. Moi, mon corps, je me donne encore un 10 ans. Mais je suis un peu comme un pneu en F1, le plus mou possible, qui est le plus efficace, qui va s'user le plus vite. J'accepte l'usure de mon corps que ça va me donner, puis à 50 ans, j'aurais fait ce que j'aurais voulu. Ça te fait peur un peu de dire, si tu as des enfants, peut-être tu vas avoir de la misère à te pencher pour les ramasser parce que tu as été... Non, je me rendrai pas là, puis la science est là pour nous aider. Oui, c'est sûr. Ce que les chiros sont capables de faire, ce que les physios, les médecins, les injections... Les ostéopathes sont capables... c'est quelque chose que ça nous amène à un autre niveau. Là. Moi, j'ai vu en 13 ans la différence. J'ai commencé, je travaillais juste avec des chiros. Puis maintenant, tu vois, je travaille avec des physios, des kinésios. Puis ça fait toute la différence. Là. Ils me donnent des conseils. Puis l'important, tu n'arrives pas où je suis à frapper à balle comme t'es sans écouter les gens. C'est important. Des bons exercices avant, après. Ben, c'est surtout ça. Puis aussi, la bonne mentalité d'approche de l'entraînement et tout. Ça fait vraiment une grosse différence dans le sport. Oui, puis c'est un sport sérieux. Les gens vont peut-être penser que c'est un hobby, c'est une passion, mais c'est vraiment un vrai sport sérieux. Puis il faut que vous vous entraînez comme un athlète s'entraîne sérieusement dans son sport. Comme tu dis, tu adaptes ton corps, puis tu t'adaptes ton entraînement en fonction de ta profession, de ton sport en question.
puis tu n'as pas le choix de vivre après ça avec les conséquences que ton corps aussi va subir. Ouais. Mais c'est la vie d'un athlète. C'est carrément ça. Là. C'est ça. Ouais, un Faut faire athlète le qui deuil. travaille. Exact, en plus. En plus, ben, en même temps, on passe les Charles Hamelin, tout ça, qui vont aux Olympiques, puis Marianne Oui, exact. Saint-Gilles, ils n'ont pas le choix, eux autres aussi, d'avoir soit qu'ils ont un excellent commanditaire ou qu'ils puissent continuer de travailler par la suite ou Exact. pendant leur entraînement. Là. Exact, oui, complètement. Puis, tu sais, moi, je dis toujours que je vais probablement avoir pris ma retraite, mais la longue drive va être aux Olympiques un jour. C'est le sport du futur pour les Olympiques. Le lancer du javelot, le lancer du poids, le lancer du marteau sont toutes là. La compétition en distance, il faut que ça aille là. Puis le Golf Channel travaille dans cet angle-là. C'est-à-dire, ça va... c'est comme le golf. Tu sais, la première étape, c'était le golf. Après ça, ça va découler jusqu'aux Olympiques. Puis c'est ça qui est merveilleux. Puis moi, le jour que ça va être aux Olympiques, puis que je vais avoir des jeunes qui vont pouvoir être payés par le gouvernement avec une subvention, whatever, pour s'entraîner dans long drive, écoute, ma vie va être achevée, là, parce que ça va être beau. Là. Ça va peut-être y aller en tant qu'entraîneur, qui sait? Peut-être un jeune de la relève qui va vouloir un bon coach et qui a fait ses preuves au Québec, ben ça risque d'être toi. Fait que... Peut-être. Non, mais pour vrai, je le souhaite que le sport puisse se rendre jusqu'à là parce que c'est spectaculaire à regarder. J'ai regardé un peu des compétitions sur YouTube, puis c'est ceux qui veulent sincèrement aller voir, c'est impressionnant. C'est de voir à quel point il y a de la puissance de générer là-dedans. Puis, je conseille Carl Berkshire. Pour le meilleur advocate en ce moment pour le sport, là, si vous voulez juste vous intéresser à la beauté d'un swing de golf, premièrement incroyable, Kyle Berkshire, c'est le champion du monde actuel. Ce gars-là est le futur Jason Zubac que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le nom de Jason Zubac. Mais Kyle Berkshire, pour les 5 prochaines années, il va être imbattable. Même moi, écoute, qui est dans le top 70 du monde, je vois ce gars-là, puis je suis pareil comme les gars sur la PGA qui a du lait Tiger Woods dans le temps. Là. Carl Berkshire, qui n'a même pas 25 ans, c'est du jamais vu. Fait que je vous conseille fortement de juste aller voir c'est quoi la long drive avec cet homme-là. Ben, tu sais, il n'y a pas de mal à avoir une idole qui est plus jeune que soi aussi, parce qu'en même temps, c'est lui qui va faire en sorte peut-être que le sport va se rendre aux Olympiques. Ça prend des jeunes prodiges aussi pour amener le sport à un autre niveau. Puis je pense que lui, il va être un bon exemple de si ça se rend jusqu'aux Olympiques, en fait. On va parler de chiffres. Je vais te donner un exemple. Moi, je descends à 144 000 à l'heure. Lui est capable de descendre à 154 000 à l'heure. C'est 10 000 à l'heure de club head speed qui génère à peu près un 20 000 à l'heure de ball speed de plus. Donc, c'est un 40 verges de plus quasiment automatiquement. C'est bon que tu en parles parce que c'est ça, on parlait hier un peu quand on s'est écrit de ball speed, justement, pour ceux qui veulent faire une référence avec un golfeur traditionnel. Là, Tiger Woods, justement, on en parlait tantôt au niveau de la distance, mais 185 verges qu'il peut générer, 185 000 à l'heure, excusez-moi, qu'il peut générer au niveau du ball speed. Et toi, on parle de 215 000 à l'heure. 215, c'est quand même une très, très bonne vitesse, là, juste pour vous dire. C'est de générer un ball speed, de la vitesse au niveau de ta balle. Tout est vraiment, c'est ça l'importance aussi surtout dans ton sport à toi. Oui, bien, les gens parlent souvent du club head speed. Tout le monde, là, tout golfeur qui va frapper des balles, là, qui a été chez Golf Town, se faire fitter, chez Mulligan, se faire fitter, ils vont tous connaître leur club head speed. Ils vont tous te dire, moi, je suis à 110, moi, je suis à 90, moi, je suis à 95. Mais ce qui est important de regarder, c'est le ball speed. C'est ça qui est le nerf de la guerre. Si tu as 100 de club head speed, mais que tu génères maximum 130, ça veut dire que tu as un smash factor de 1.3, c'est pas bon. Mais si tu me dis que tu as 100 de club head speed et tu fais 150 de ball speed, ça veut dire que tu as un smash factor qui est maximisé à 1.5, qui est le maximum 1.55, qui est le maximum de transfert d'énergie. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment excellent. C'est-à-dire que pour ton corps, ta capacité physique, ton club head speed, tu maximises ton swing et ton jeu de golf. Tu peux pas aller plus haut que ça. Exactement. Non plus. Quand tu sais que tu es au top de ce que tu peux atteindre aussi, mais en même temps, tu t'améliores puis tu sais aussi jusqu'à où ton corps peut aller. Tu connais en fait, tu maximises ton potentiel. Puis toi, vraiment, on a parlé de ton record personnel là, de 426 verges. C'est quand même assez exceptionnel, ça aussi. On s'entend que ça dépend parce que le record actuel du monde, il est à combien à peu près? 515 verges à peu près. Mais, encore une fois, comme tu as dit, ça dépend des conditions. Le gars, il était au Mexique, dans les montagnes, avec un vent dans le dos, puis ça descendait d'à peu près 500 pieds. Tu sais. Non, mais c'est ça. C'est sûr. C'est ça qui est plate parce que tu ne peux pas mettre un astérix non plus dans le livre des records là-dessus, mais ça reste que tu ne peux pas comparer un gars qui est à Joliette dans son champ puis un gars au Colorado qui est en altitude. Tu sais, on fait un autre parallèle
parallèle au baseball, mais pourquoi les frappeurs qui jouent pour les Rockies du Colorado dans leur stade au Coors Field sont réputés pour avoir les meilleures statistiques au niveau de puissance au bâton, qui sont échangés dans une autre ville, tout d'un coup, ils sont plus bons. Ils ont vraiment, la diminution est flagrante là, au niveau des statistiques. Ben, c'est justement, c'est l'attitude, la balle flotte en hauteur plus longtemps et ben, justement, ça va générer que la balle va aller peut-être au baseball, là, on pense en termes de pieds. La clôture est à 400 pieds. Ben, si elle va à 420 pieds, ben, tout d'un coup, c'est un circuit assuré. C'est sûr, ça va tout le temps aider. Mais dans ton cas, c'est la même chose. Là. La balle va pouvoir aller. Ton 426 verges à Nous autres, Joliette. c'est un 8 un On parle d'un 8 8 de plus. À Las Vegas, là, qui était pendant mes 3 premiers championnats du monde, il était à Las Vegas, Mesquite, qui est une petite ville à l'extérieur de Las Vegas. C'est dans les montagnes, dans un air très sec. On parlait de 8 Ma même drive au Québec, puis à Mesquite, c'est 8 de différence. De là, puis c'est là-bas que j'ai fait mon 426. Là. Au Québec, c'est 412, mon record. Quand même. Mais c'est ça. Puis, mais 426, là, c'était une bonne drive. On parle de compétition à l'international. Tu me racontais que tu avais en fait des anecdotes croustillantes qui sont arrivées lors de tes road trips pour aller en compétition. Je suis curieux. J'aimerais ça en entendre une coupe. Mais tu sais, des fois, quand tu es jeune, moi, je me souviens de mes premières compétitions, j'ai roulé toute la nuit pour aller à Halifax parce que j'allais à l'école, j'avais fini l'école, la compétition, c'était le samedi matin. Moi, de Lavaltrie, on parle. De Repentigny jusqu'à Halifax. J'avais roulé toute la nuit, j'avais compétitionné. C'était la première fois que je me suis qualifié pour les championnats du monde. C'était en ayant conduit toute la nuit pour finalement gagner la compétition puis aller au championnat du monde. Ça pour moi, c'est un beau souvenir. C'est souvent ça que c'est drôle quand tu parles à des golfeurs de la PGA, souvent tu entends le glamour qui voyagent en jet privé et tout, mais ça, c'est les 30-40 premiers. Mais même les 60 autres qui sont dans le top 100, là, eux autres, là, ils vont dormir dans des hôtels qui ne sont pas aussi glamour. Puis ils vont vivre l'expérience de dire, ben là, je l'ai fait, ça, de dormir dans mon char pour me rendre où ce que je suis. Puis c'est ça que, tu sais, moi, j'ai déjà dormi dans mon char. Là, à un moment donné, je me suis endormi au volant. Il a fallu que je me réveille. Puis j'ai esquivé un compte en m'en allant à une compétition. Puis ça, c'était en Caroline du Nord, dans les montagnes. Fait que, mais ça, c'est ça la vie d'un athlète d'un sport qui connaît pas de succès, dans le sens qu'il connaît pas c'est pas connu comme sport. Ben, c'est en beau temps en même temps. C'est justement ça qui va générer des belles anecdotes, des belles histoires. Puis tu sais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi tu parlais tout le long, j'imaginais Happy Gilmore quand il dormait dans son char aussi, puis qu'il emmenait tous ses chèques entre les deux bancs en arrière, là, les gros chèques de carton. Là. Ben, tu sais, c'est un peu ça justement pour te faire connaître, pour aller chercher justement tes commanditaires aussi, parce que c'est sûr, il faut que tu prouves que tu fais des compétitions également. Parle-nous justement de ces commanditaires-là, comment tu as réussi à aller les chercher? C'est beaucoup de chance. J'aime les gens, fait que je leur parle. Puis, tu sais, Mulligan, c'est un de mes commanditaires, puis c'est mon commanditaire que j'ai choisi. C'est en parlant avec eux un moment donné. Puis j'ai dit, je vous aime, puis j'aime comment vous êtes, puis j'aimerais ça travailler avec vous. Puis eux autres, ils ont la mentalité d'encourager le Québec, puis vraiment fort. C'est rare, ça même. Puis ils m'ont encouragé. C'est un des rares commanditaires qui m'ont tellement bien encouragé que ça m'a permis de faire des grosses compétitions. Puis ça coûte très cher parce que tu n'es pas toujours sûr de gagner de l'argent. Chaque compétition, c'est peut-être un 2000 $ canadien de dépenser pour peut-être en gagner un 1000, 2000, 3000, 4000, dépendant de ton classement. Tu es quasiment sûr que tu en perds de l'argent aussi, tu ne veux pas. Puis, mais tu sais, on peut les plugger aussi. Mulligan, centre du golf aussi. Je pense que c'est le même qu'on peut l'appeler, Mulligan, centre du golf. Ouais. C'est ça? Ouais. Ça arrive ça, il y en a un? À Belleuil. À Belleuil, il y en a un quartier 10-30 qui est vraiment impressionnant. Puis ils ont les meilleures technologies. Moi, cette année, tu vois, j'ai travaillé sur leur simulateur parce que j'ai pas le choix. Moi, c'est une question de chiffre, puis je travaille sur leur simulateur. Puis tu sais, un simulateur de golf, ça vaut 25 000 $. Fait que quand tu en trouves un bon, ça coûte pas cher l'utiliser, prends-les. Puis je conseille à chaque golfeur d'aller faire un setup, d'aller faire frapper 1 heure là-bas pour voir son ball speed, son club head speed, puis comprendre c'est quoi ton spin sa balle. Ça, ce que ça fait, c'est qu'après ça, tu es capable de maximiser. Parce que tu as le swing, mais tu as aussi tout ce qui en découle. Tout ce qui en découle va. Fait que c'est une boucle. Donc, moi, je travaille beaucoup avec Mulligan cette année. Ça a été incroyable durant l'hiver, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que tu fais tous tes tweaks sur ton swing. C'est pas durant la compétition que tu as le temps de faire ça. Fait que là, moi, cet hiver, j'ai travaillé vraiment fort avec Mulligan. Leurs pros sont vraiment incroyables. Puis, fait que c'est ça. Puis aussi, tu sais, j'ai d'Évolution, l'entreprise pour qui je travaille, qui m'ont. Une belle entreprise québécoise qui m'ont toujours encouragé depuis que je travaille là. Puis ça fait vraiment la différence. Si
ils me donnent des congés, si j'ai besoin d'argent pour aller compétitionner, ils vont m'aider. Puis ça, ce que ça fait en sorte que je suis capable justement de me classer dans le top 70. C'est sans ces gens-là, je pourrais pas être dans où ce que je suis en ce moment, parce que souvent, c'est une question d'argent. Ouais. Puis je suis quand même chanceux, je travaille fort, fait que je dépense aussi, moi aussi beaucoup, beaucoup pour mes compétitions. Puis je suis un des rares sur le tour à être break-even, c'est-à-dire avec mes commanditaires et mes gains, moi, ça me coûte pas grand-chose parce que il y a les grosses compétitions puis il y a les moyennes compétitions. Moi, je suis très fort, très bien classé dans les moyennes. La raison, c'est que je compétitionne pas beaucoup dans les grosses parce que ça coûte trop cher. Puis les moyennes, je suis quasiment imbattable. C'est bizarre à dire, là, mais j'ai beaucoup de compétitions gagnées à mon actif, ce qui est rare. Même dans le top 10, je suis un des plus. Même en termes de victoires, j'en ai autant que dans le top 10, puis des victoires monétaires, là, puis des belles victoires. Fait que ça fait quand même une bonne différence pour moi. Puis je dois t'avouer que mon histoire favorite, celle que je compte toujours pour les commanditaires, c'est un mécène, OK, que j'ai rencontré à une compétition. Puis tout à l'heure, on parlait des gens qui s'inscrivent aux compétitions, puis tu sais que c'est pas des pros, là, ils sont juste là pour s'essayer, puis pensant qu'ils frappent fort. Puis le monsieur, moi, j'étais au championnat canadien en Ontario, puis à chaque compétition, mon commanditaire me donne une tête de driver à donner à quelqu'un. Puis à chaque compétition, je choisis un nouveau que j'avais jamais vu, puis qui a l'air vraiment intense, puis qui veut se mettre dans le sport. Puis à un moment donné, il y avait un monsieur, peut-être 36 ans. Moi, j'avais à ce moment-là 18. Puis, non, peut-être 19. Puis j'y ai parlé. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, c'est ta première compétition? Il me dit oui. Puis moi, j'ai donné une tête de long drive. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il est allé aux toilettes, puis il était avec deux de ses chums, puis ses chums m'ont dit, c'est qui, lui? J'ai dit non. Il me dit, ce gars-là, c'est le président directeur général d'une très grosse compagnie qui s'appelle Just Junk en Ontario, partout au Canada. Très, très gros, là. C'est partout. Là. Il me dit, il aurait pu t'en acheter 1000 têtes. Mais là, tu y en as donné une. Là, j'étais là, OK. Tu sais. Puis moi, je m'en foutais. Je voulais juste qu'il soit heureux. Je voulais juste faire grandir le sport. Puis cet homme-là, il m'a littéralement suivi pendant 5 ans. Il m'a donné beaucoup d'argent alors que je gagnais rien. Puis pour m'encourager, parce que il voyait, lui, premièrement, c'était sa passion, le sport, puis il voyait que j'avais un potentiel que j'ai développé, puis que grâce à lui, je suis vraiment rendu ce que je suis. Puis j'ai gagné beaucoup de compétitions grâce à l'argent qu'il m'a donné pour pouvoir compétitionner. Et ça, ce que ça l'a fait pour moi, c'est là que mon sentiment de vouloir donner au suivant, c'est là que ça l'a vraiment explosé. Là. Ben, ça prouve que des fois, on veut tout le temps recevoir quelque chose en retour. C'est donnant-donnant, mais des fois, juste de donner aussi par Sans plaisir, attendre. Ouais. sans attente, on ne sait pas ce que ça peut offrir. Puis, j'ai été dans la vente aussi pendant près de 10 ans au niveau service à la clientèle, puis représentation sur la route. Puis, c'est tellement ça, en fait, l'essence de la vente, tu le vis en tant que directeur des ventes aussi. Tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Puis c'est souvent les gens vont juger par l'apparence aussi. Ils vont voir la personne selon son physique, comment il est habillé. Puis, exemple, tu es un vendeur dans un showroom, ben, le gars qui rentre, si c'est un complet cravate, tu vas te garrocher dessus, sachant qu'il y a des moyens. Mais l'autre qui est habillé un peu comme la chienne à Jacques, excusez l'expression, ben, les vendeurs vont dire ils ne seront pas pris autant au sérieux, ces gens-là. Ça veut tellement rien dire. Les plus belles ventes que j'ai faites, c'était ceux-là qui étaient le plus sales, excusez-moi, là, qui étaient le moins bien habillés. Puis, c'est vraiment les plus beaux contacts aussi qu'on peut faire parce que le client qui sent que tu le prends pas le prends pas au sérieux, je peux dire, va le ressentir puis va s'attendre à ce qu'un vendeur soit plus humain avec lui. Puis en tant que personne aussi, on ne sait jamais à qui qu'on a affaire devant nous, simplement en donnant un item comme tu as fait ou en serrant le poignet de main et en étant gentil avec la personne, ben, ça va peut-être devenir ton meilleur client ou ça va peut-être devenir un simple ami par la suite. On ne sait pas, mais ça donne tellement des belles choses comme tu viens de raconter. Oui, le champ de pratique forêt à Joliette, c'est un commanditaire aussi parce qu'il me permet de frapper des balles là-bas. Puis il me donne des paniers une fois de temps en temps. Puis ça, pour moi, j'en parle tellement avec amour de ce monsieur-là qui a un certain âge, puis que lui, il aime le golf. Puis lui, il est là pour juste comme parce qu'il aime ça le golf, puis il aime ça voir ses joueurs frapper. Puis moi, des fois, ben, il me voit, puis il dit Hey, puis comment ça va ta drive? Mais tu sais, moi, j'y parle à ce monsieur-là, alors que bien des gens ne parleraient pas à cette personne-là. Ils feraient juste payer pour leur panier puis ils partiraient quasiment en courant. Mais moi, cette personne-là, elle a tellement à m'apprendre que c'est important de l'écouter puis sans rien attendre. À la limite, l'écouter, c'est moi
c'est moi qui dois quelque chose. Lui, il me donne Exact. son savoir. Fait que c'est tellement important, ça. Fait que, ouais. Ben, tu le dis tellement bien. Puis, tu sais, c'est toute la reconnaissance, mais toutes les connaissances, en fait, que tu es capable d'acquérir par des gens plus expérimentés aussi, comme ce monsieur-là ou comme ton mentor, M. Leduc aussi. Tu sais, c'est toutes des choses qui t'ont vraiment apporté beaucoup parce que tu as juste 28 ans aujourd'hui. Puis, ça prend vraiment cette expérience-là pour pouvoir grandir par la suite. Puis, c'est sûr que je suis convaincu que tu vas pouvoir le faire à ton tour rendu à cet âge-là pour les plus jeunes. J'en doute même pas. On m'a parlé. Ça, c'est sûr que je vais parler. Exactement, justement, c'était une de mes questions que je m'étais notée. Dans l'avenir, on parle de, après ta carrière on peut dire de joueur, là, mais si on veut, de cogneur personnellement, tu te vois où exactement? On parle autant au niveau, je peux dire, professionnel de ton travail ou simplement, peut-être, on ne sait pas, dans le coaching. C'est quoi tes projets vraiment au niveau de l'avenir? Ben, moi, j'ai étudié en administration. Je travaille pour une entreprise d'évolution que j'adore. Je vais toujours travailler pour eux. Tant aussi longtemps que je vais vivre et que ça va exister comme entreprise, je vais travailler pour eux. Ça me rejoint comme entreprise. On est à Lavaltrie. J'habite à Lavaltrie. Le jour que j'ai commencé à travailler chez eux, c'est là que j'ai commencé à me chercher une maison. Puis j'ai acheté à Lavaltrie. Pour moi, c'est important d'encourager Québécois. Puis je pense que dans la vie, il faut avoir des bons mentors. Puis encore une fois, le CEO de l'entreprise d'évolution, David Hervieux, c'est quelqu'un qui m'a tellement appris, m'a tellement comme montré les bonnes choses au bon moment pour que, tu sais, parce qu'on s'entend, là, je suis quelqu'un de très cocky, là. Pas pour rien que je veux frapper la balle de plus loin, là. Puis il m'a tellement bien montré à être humble parce que, tu sais, c'est quand même un CEO d'une entreprise qui vaut des millions de dollars. Puis il m'a tellement montré à être humble. À Lavaltrie, on vend dans 144 pays. Tu sais, je pourrais là, être en ce moment être habillé en costard-cravate, avoir les cheveux lichés en arrière. Je suis en jogging, tu sais, je suis avec une casquette, puis c'est moi ça. Tu sais, puis je suis directeur des ventes, puis à la limite, c'est moi. Tu sais, j'aime vendre, j'aime parler aux gens, puis humainement, puis c'est ça qui fait la différence. Moi, c'est ça, je me vois dans le futur. Continuer à faire ce que je fais, puis bien le faire, puis vraiment mettre les efforts pour bien le faire. Puis ça, pour moi, c'est ça qui est important. Chaque chose que tu fais, tu le fais bien. C'est un peu compétitif beaucoup. Fait que, assure d'être le meilleur, tu sais. Qu'est-ce que je me vois dans le futur? Je ne sais pas, mais je sais que je vais tout faire pour être le meilleur dans ce que je fais. C'est ça mon mindset, tu sais. Quand j'ai commencé les études, ben, j'ai pas fini l'université à 20 ans et 9 mois pour rien. J'ai fini l'université à 20 ans et 9 mois parce que j'ai tout fait. J'ai fait des cours de session d'été, j'ai fait mon stage, puis après ça, j'ai commencé à travailler dans une banque, puis après ça, tu comprends? Dès que j'étais tanné de la banque, c'est là, je suis allé étudier en France pour faire ma maîtrise. Puis après ça, je suis revenu. J'ai travaillé dans le monde du golf pour la meilleure entreprise de simulateur, de centre de golf intérieur qui s'appelle Golf 18. Pendant 2 ans, ils m'ont donné ma chance comme directeur là-bas. J'ai adoré ça. Puis après ça, j'ai travaillé chez Devolution. Puis là, pour de vrai, j'ai trouvé ma voie. Puis là, dans le software, puis en plus, c'est l'avenir. Puis en plus, une entreprise à Lavaltrie qui est merveilleuse, qui engage 125 personnes que j'adore. Puis c'est ma famille. C'est quand même assez exceptionnel. Puis, tu sais, c'est le fun aussi qu'on puisse parler de ton entreprise aussi parce que le Made in Québec podcast, ça encourage également des entrepreneurs d'ici. Puis, d'avoir vraiment, c'est une entreprise aussi qu'on ne connaît pas nécessairement tout le temps. Tu sais, il y a tellement de petites entreprises, des moyennes puis des grosses aussi au Québec. On ne les connaît pas tous. Puis, c'est le fun de partager ces histoires-là aussi. C'est quand même 125 personnes employées dans une région comme Lavaltrie aussi que, tu sais, je connais ce coin-là étant de Terrebonne aussi. C'est pas tant loin de chez nous. Puis, c'est le fun de voir aussi que vous encouragez vraiment local là, au niveau tu t'attends pas à avoir une entreprise de software qui vend dans 144 pays à Lavaltrie. Vraiment ça fait pas. un effet wow incroyable. C'est pas une grosse ville. Oui, une grosse ville de 13 000 habitants. Puis c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, nous autres, on est chanceux. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est que les gens qu'on engage chez Devolution, c'est des gens qui voudraient pas nécessairement aller à Montréal. Puis on est chanceux, on engage des gens super compétents, des génies dans leur domaine, puis ils veulent pas aller à Montréal, ces gens-là. Ils veulent la sérénité de la petite ville, puis on leur offre quelque chose. Près du fleuve. Près du fleuve, exactement. On est en l'ancienne caisse. On a acheté la building de l'ancienne caisse. Donc, tu sais, on a une belle vue sur le fleuve. Moi, écoute, c'est qui dans la vie qui a 28 ans, il y a un bureau avec une vue sur le fleuve, là? Tu sais, on s'entend, là. C'est débile. C'est ça, c'est incroyable. Fait que ça, c'est ça le type de recherche. Puis, en même temps, des gens avec mon profil, qui auraient ma maîtrise, puis ils seraient à Montréal. Tu sais, le 3/4 moi, de mes amis, ils veulent tous aller à Montréal. Ils veulent tous aller dans une grande ville. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Tu sais, moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était de faire ma longue drive, avoir une très bonne job, puis avoir du plaisir, puis pas faire de trafic. Le trafic, ça me rend fou. Je suis bien d'accord là-dessus. Au bout de la ligne, moi, je dis toujours, j'ai pogné le jackpot d'évolution. C'est l'entreprise de mon futur. La longue drive, c'est ma passion. Puis, je
Je te le souhaite. Sincèrement, je pense que tu vas l'atteindre. Tu es un gars compétitif qui veut atteindre ses objectifs, puis je suis convaincu que tu vas l'atteindre certainement. En terminant, j'ai 2, 3 petites questions pour finir ça. On a parlé de ton parcours scolaire au début, mais on n'en a pas vraiment, à part là, un peu glisser un mot rapidement. Tu sais, tu as été quand même. Tu es né au Yukon, j'avais oublié de le dire, il fallait que je le plug dans le podcast. C'est quand même assez spécial, né au Yukon, puis de Repentigny par la suite. C'est un peu proche. T'es très, très proche en termes de distance. Puis non, c'est ça, ça n'a pas rapport avec le Yukon, mais il fallait que je le dise. Donc oui, à 21 ans, tu as fait un bac en finance. À quelle université? À l'UQTR, à Trois-Rivières. OK, parfait. Est-ce que tu as commencé à quel âge, ce bac-là? Je devais avoir 18, là, pas mal 18, là, 18, OK, fait que tu as 19. fini ton cégep, tu es allé directement à l'université par la suite. Pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui peut-être veulent aller à l'université, puis qui disent il a fini à 20 ans et 9 mois, c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner, mettons, pour continuer de persévérer, ou est-ce que ça a un avantage peut-être finir plus tôt, ou dans ton cas, tu aurais fait les choses différemment? Ah non, non, il faut finir tôt. L'éducation, c'est tellement important. C'est tellement important d'aller à l'école puis de faire quelque chose d'utile. Moi, l'adage qui dit fais ce que tu aimes dans la vie, oui, mais fais quelque chose d'utile. Fais quelque chose qui peut faire avancer toi, premièrement, qui va te nourrir, qui va te donner quelque chose sur la table. Puis fais quelque chose qui va t'amener quelque chose de bien pour toi aussi. Mm-hmm. Mais finir l'université vite, c'est pas donné à tout le monde. On s'entend, c'est pas tout le monde qui a les capacités que j'avais d'aller au championnat du monde, avoir 24% à l'examen, que le professeur me dit lâche donc le cours, puis j'ai dit non, tu me connais pas, toi. Puis avoir 98 à l'examen final pour passer le cours. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais ça m'est arrivé. Non, mais tu sais, c'est impressionnant. Ça. Non, mais tu comprends, puis c'est un gros cours de finance, là, finance 2. Puis, mais ce qui est important dans cette histoire-là, c'est de dire, l'université, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être aussi aller faire un DEP. C'est juste d'avoir des connaissances qui vont être utiles dans la vie et qui vont t'amener à un autre niveau. Parce que l'université, c'est une chose, le DEP, c'est une chose. Puis l'important, c'est juste de faire quelque chose qui va être utile, puis qui va être utile à toi. Puis pas perdre son temps. Moi, j'entends souvent ça, là, mais j'encourage beaucoup la bonne prise de décision dans ma vie. C'est important de se poser des bonnes questions. Puis les jeunes, je pense qu'ils ont intérêt à plus se poser des questions, pas pour leur futur actuel. Qu'est-ce que je peux faire là, que je vais réussir puis que je peux avancer dedans? Et ça fait toute une différence de prendre la bonne décision à ce moment-là dans leur vie. Parce que, puis, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit à 16 ans, on est trop jeune pour décider ce qu'on veut faire dans le futur, OK, mais tout est possible. C'est-à-dire, tu fais un bac tu fais un deck en sciences nature, tu as toutes les portes qui s'ouvrent à toi. Pourquoi tu vas en sciences humaines, lettres et arts, whatever? Tu comprends? Je te nique pas. Mais tu comprends? Si tu perds 8 ans au cégep, tu perds 8 ans au cégep. Le but, c'est d'avancer. Exact. Ah, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, c'est un peu dans un autre angle parce que, sincèrement, je n'ai pas été à l'université non plus. Puis, je n'ai pas honte de le dire non plus. Non. Mais c'est chacun son parcours. En fait, c'est ça que j'essaie de dire aux jeunes qui m'écoutent dans mes conférences. Je ne leur dis pas de lâcher l'école. Je ne leur dis pas d'aller à l'université. En fait, fais ton propre parcours, mais justement, rends l'utile à l'agréable. Si tu aimes ce que tu fais dans la vie, c'est plus ça, en fait. J'essaie de faire comprendre aux gens que quand tu aimes ce que tu fais, peu importe que c'est des études ou pas, ben tu vas te lever le matin puis tu vas avoir envie de performer, tu vas devenir le meilleur dans ce que tu fais, puis ça va être agréable pour toi et pour les autres, tes collègues de travail, tes clients, et tu vas vraiment contribuer encore plus à la société parce que tu vas être heureux et passionné dans ce que tu fais au lieu de faire un métier peut-être bien payant que tes parents voulaient que tu fasses, mais que finalement, ben, tu n'aimes pas, tu te lèves le matin, tu as l'air bête, tes clients n'aiment pas ça, l'expérience de travail n'est pas le fun pour personne. Tu sais, c'est vraiment, je pense, c'est une roue qui tourne, puis c'est de bien faire la roue comme du monde, puis la débuter jeune, mais au moins de faire quelque chose, de pas juste de se poser les bonnes questions. Exact. Non, mais de se poser les bonnes questions. Puis c'est dur de se poser les bonnes questions. Tu sais, moi, le jour que j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la compétition de longue drive, ils m'ont quasiment ri dans la face. Là. Ah ouais, ça doit être quoi spécial. ça, la longue drive? Puis en même temps, j'ai la tête de cochon que j'ai. Je me suis rendu où ce que je suis grâce à l'effort que j'ai bien voulu y mettre. Exact. Et c'est la même affaire pour tout le monde. Puis, tu sais, il y en a. Puis moi, je dis toujours, j'ai eu la chance de monétiser mon sport, de faire en sorte qu'il ne me coûte rien. Puis souvent, moi, ce que je dis aux gens, tu sais, si tu fais quelque chose, tu es tellement bon dedans, là, fais quelque chose avec ça, là, tu sais, développe quelque chose, tu sais. Puis au Québec, puis
C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays riche où ce que, tu sais, les gens ils peuvent essayer des choses, puis essayer beaucoup de choses, puis avant de trouver ce qu'ils aiment. Mais une Ouais. fois que tu trouves ce que tu aimes, moi, en tout cas, je considère que c'est important de focusser dessus Mm. parce que ça fait toute la différence, là. Puis Ouais, que ce soit dans le travail, dans le sport, ou, tu sais, dans n'importe quoi, ça fait toute la différence. tout à fait, tu as bien raison. Puis, tu sais, c'est vraiment ça aussi. Tu sais, j'ai quand même, j'ai pas honte de dire ça non plus, mais 27 ans de poids à 27 ans, tu sais, c'est quand même beaucoup, mais j'en ai eu beaucoup plus jeune. Puis, justement, parce que j'étais à la recherche de ce que je voulais faire, je ne savais pas, j'essayais de me trouver. Puis, tu sais, quand tu finis le secondaire, on te donne tellement une pression. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis, tu as 16 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Et c'est là, en fait, le stress que ça procure. Je pense que c'est ça que les jeunes qui nous écoutent présentement ont besoin d'entendre, de dire, regarde, no stress, ça va te prendre le temps qu'il faut. Prends le temps tu te connais, la plupart du temps, les jeunes se connaissent déjà, mais se laissent influencer par leurs amis, où est-ce qu'ils vont au cégep, tes parents, tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils te disent de faire dans la vie, puis qui ne s'écoutent plus rendu là. Fait que c'est plus de dire, regarde, c'est quoi mes passions? C'est quoi réellement que j'aimerais faire dans la vie? Puis par la suite, ben go, fonce, essaye-les. Puis comme tu dis, on est dans un pays riche, on peut essayer, on peut le faire. J'ai essayé 27 jobs. Ouais. Ça n'a pas été la première que j'ai tout de suite trouvé qu'est-ce que j'ai aimé. Par contre, chacune m'a apporté des Ouais. trucs à devenir meilleur dans l'autre emploi par la suite. Exact. J'ai jamais été mis dehors. C'est tout en moi qui a voulu upgrader, avoir un meilleur emploi par la suite, surtout au niveau de la vente. Tu as tellement de sollicitations. Les gens veulent toujours t'avoir tout de suite quand tu es un bon vendeur, veulent toujours aller chercher tes services par LinkedIn surtout. Fait que tu sais, c'est correct d'essayer de changer de travail aussi. C'est bon de stabilité aussi, par contre, dans un CV, là, petit conseil. Mais c'est sûr que c'est d'essayer des trucs, on peut toujours développer par la suite Ben oui, ben oui. des Puis belles options. l'important, c'est, tu sais, si tu prends une décision, c'est de l'assumer. Ouais. Puis c'est ça que souvent, j'ai l'impression que les gens ne sont pas prêts à faire. Tu sais, moi, quand j'avais une bonne job, j'étais directeur de compte dans une banque, j'ai tout lâché à 22 ans, j'ai tout lâché pour aller étudier, faire ma maîtrise. Parce que j'aimais pas ça. Puis moi, voir les gens, écoute, j'avais 22 ans, les gens venaient me voir pour emprunter de l'argent. Il Ça y pas avait à l'aise. il y avait le double de mon âge, puis moi, il fallait que je prenne une décision là-dessus. C'est Non, bizarre. c'est ça, exact. Mais ça c'était moi, puisqu'il y en a plein à 22 ans qui sont directeurs de compte, peut-être pas, mais qui ont une job dans une banque, qui sont heureux, puis tout ça, puis ça, tant mieux. Mais moi, je n'étais pas heureux, puis c'est là que j'ai pris ma décision. J'ai tout lâché, là. Je suis littéralement parti pendant 6 mois en France faire ma maîtrise, revenir, finir ma maîtrise. Puis ça a fait le déclenchement de ma prise de décision de dire, OK, là, tout ce que tu vas faire dans la vie, garde, tu vas peut-être pas faire autant de choses que tu faisais avant, mais qu'est-ce que tu vas faire quelque chose, tu vas bien le faire, puis tu vas t'appliquer à le faire. Puis ça, ce mindset-là m'a fait toute la différence. Ben oui. Puis en même temps, ben, tu sais, je te comprends dans le sens que, tu sais, quand tu es jeune, tu sais, aussi, j'ai déjà vendu des trucs, tu sais, de la grosse machinerie au niveau tracteur chez John Deere ou dans de la machinerie lourde par la suite. Puis, tu sais, tu vends ça à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, le double de ton âge, puis tu es jeune dans ton domaine, tu es peut-être Ouais. excellent dans ce que tu fais, mais tu es un peu victime de ce succès-là parce que tu es. Tu sais, oui, tu sais que tu es capable de faire le travail, mais en même temps, c'est difficile. On dirait tout le temps le sentiment d'imposteur aussi, de dire, écoute, je suis à ma place sincèrement. Tu sais, je devrais-tu attendre d'avoir plus d'expérience avant d'occuper ce poste-là? Surtout dans ton cas, tu sais, le fait que tu as fini l'université rapidement, ben, c'est un peu l'envers de la médaille de dire, ça t'a donné des connaissances pour avoir le poste que tu avais. Tu avais clairement les qualifications puis les compétences pour. Par contre, ton âge, elle ment pas non plus. Ta baby Ah non. face, elle ment pas. Tu peux pas aller plus vite que le temps là-dessus. Et le client qui va arriver dans ton bureau, quand même bien que tu es plus connaissant que ton collègue qui a 40 ans, ben, il ne prendra pas au sérieux. C'est à toi de Mais faire tes preuves. les jeunes, ils ont un gros avantage que les plus vieux n'ont pas, c'est la Guts. naïveté. Ah oui. La naïveté qui amène les guts. Moi, un code qu'à 18 ans, la première fois que j'étais allé au championnat du monde, j'étais même pas ébahi, j'étais naïf, j'étais le gars le plus cocky de l'histoire de l'humanité. Tu sais, j'arrivais là-bas, puis c'est vrai, je descendais vite. Écoute, à ce moment-là, je descendais quasiment à 147, 148 000 à l'heure, mais je frappais à la balle tout croche, mais je m'en foutais. Moi, j'étais rapide. Mais c'est ça, tu sais, ça, c'était ma naïveté de 18 ans. Puis en vieillissant, tu sais, j'ai gagné en maturité, puis en expérience, puis en tout. Mais la belle naïveté qui a 17 ans, qui a accepté un mandat de créer un cours de golf, ça, c'est ça. Puis c'est ça la naïveté des jeunes qui fait en sorte que tu vas tout faire, tu vas tout accepter ce qu'on va t'apporter, puis tant mieux, puis fais-les, prends-les toutes, mais perds-toi pas là-dedans. Oui. Moi, c'est le message que je dis, perds-toi pas dans toute ta naïveté, puis dans tout ce que tu prends, puis qu'est-ce que tu acceptes. Perds-toi pas, mais prends tous les expériences que tu peux. Ouais. Mais toujours en ayant
pas un but, mais au moins une étoile polaire, c'est important. Ben, exactement ça. C'est bien dit. J'aurais pas su si bien dire que ça. Mais c'est sincèrement vrai ce que tu dis. C'est de ne pas se perdre à travers toute cette naïveté-là non plus, parce que c'est beau de la jeunesse qu'on puisse avoir aussi ce côté naïf-là. C'est ce qui fait que quand tu voyages, tu n'as jamais peur de te faire attaquer. Puis quand tu vieillis, même moi, je suis parti en road trip à 20 et 22, je ne me souviens plus, seul en Californie, sans jamais avoir voyagé, sans jamais rien prévoir, acheter mon billet, partir le lendemain avec mon sac à dos. Puis même pas booker un hôtel, arriver là à minuit le soir, manquer 2 vols, puis tu arrives en plein milieu de Los Angeles downtown, puis là, t'es ouais, c'est où je m'en vais dormir à soir? Aujourd'hui, j'y repense, puis je suis stressé juste à imaginer d'arriver à minuit dans une place que je connais pas sans jamais avoir réservé rien. Mais tu n'as pas cette naïveté-là, jeune, puis c'est ce qui fait un peu la beauté de la jeunesse. C'est un peu dangereux aussi parfois, là, mais tu apprends de ces erreurs-là, si tu n'arrives pas de trop des grosses bad luck non plus, là, mais tu apprends de ces erreurs-là et ça bâtit ton parcours aussi. Comme toi, tu en as sûrement vécu des erreurs que tu as faites ou des choses que tu dis aujourd'hui, ouais, je partirais peut-être pas à cette heure-là en compétition ou je prendrais peut-être pas cette route-là à cette heure, c'était un peu risqué ou 12 Non, heures. c'est ça. Je conduirais peut-être pas toute la nuit avant une compétition. Là. Maintenant, je pars un peu plus tôt puis je me loue un hôtel. Là. Ouais, c'est ça. On est rendu pépère, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, 28 ans. Mais tu sais, souvent, moi, j'ai découvert, puis la naïveté, pour moi, c'est là que j'ai découvert la première année que c'est devenu vraiment sérieux pour moi, c'est il y a 3 ans. Puis j'avais vraiment une grosse année. Puis je suis allé au championnat du monde avec 5 nouveaux commanditaires. J'ai gagné le championnat canadien devant un Carl Walter qui avait gagné le championnat du monde, qui s'était présenté au championnat canadien pour se requalifier. Et j'ai gagné devant lui. Et en dedans d'un mois, j'ai eu 5 commanditaires. Ça, c'était la plus grosse erreur que j'ai faite parce que je suis arrivé au championnat du monde puis j'y allais plus juste pour moi. J'y allais parce que je voulais représenter quelque chose. Puis ça, j'ai fait, puis pas quelqu'un. Moi, sous le stress, je deviens encore meilleur. Là, je deviens encore. Mais là, c'est la première fois de ma vie j'ai eu un breakdown. J'ai littéralement choqué. Ça a été ma pire compétition à vie au championnat du monde, alors que ça fait un mois là, que tu fais juste te focuser. Puis je suis arrivé là avec 5 commanditaires que ah mon Dieu. Tu me dirais, là, Gab, tu prends-tu, mettons, là, 10 000 par commanditaire, tu as 5 commanditaires, tu y vas. Est-ce que tu le fais? Je dis non parce que ça va m'empêcher de performer. Ça, c'est, tu vois, juste ça, puis je te le dis, là. C'est là que j'ai compris. Oh mon Dieu, Gab, t'as plus la naïveté que tu avais avant. Reviens au plaisir, là. Reviens à ce que tu t'aimais, puis reviens à faire ce que tu fais. Puis s'il y a des gens qui veulent t'encourager là-dedans, comme Mulligan, qui te mettent aucune pression, qui m'ont donné de l'argent, puis qui m'ont dit amuse-toi, puis à la limite, représente-nous un peu. Là, mais sinon, écoute, moi, j'étais arrivé là-bas, j'étais plus capable, puis ça a vraiment été un breakdown. Puis ça a vraiment, ça, tu vois, c'est le moment où la naïveté, là, je l'ai perdue. C'est vraiment le moment où je me souviens de ça. C'est excellent pour vrai comme point parce que, tu sais, il y a bien du monde aussi qui m'écrivent par rapport au podcast puis qui me posent des questions, du monde qui veulent se lancer dans le podcast. Ça intrigue beaucoup de gens puis qui se disent, ouais, mais là, comment tu fais pour en vivre? Mais nous aussi, la seule solution d'en vivre, à part de faire payer les gens qui l'écoutent, ce qui n'est vraiment pas mon option première, si on veut, vraiment pas, mais c'est d'avoir des commanditaires. Je pourrais simplement plugger une place comme Mulligan ou n'importe qui avant l'épisode, puis c'est comme ça que tu peux en vivre de faire un podcast. Par contre, ça prend beaucoup de visionnement, d'abonnés, tout ça, c'est une autre chose. Mais tout ça pour dire que souvent, les gens disent, ben, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi? Moi, j'aime mieux attendre justement parce que en ce moment, c'est plaisant. Tu sais, si tu fais ça, comme tu dis, toi, tu fais ça, tu tripes à faire ta passion. Moi, je tripe à faire des entrevues comme que je fais avec toi pour vous faire connaître. Je mets les gens sur le spotlight. C'est vraiment pour les gens que je fais ça. Je ne fais pas ça pour moi. En même temps, ça me procure un plaisir personnel. Mais quand tu as un commanditaire, il y en a qui vont te dire, comme Mulligan dans ton cas, « Hey, let's go, amuse-toi, fais ce que tu veux avec l'argent, mais l'important, c'est que tu nous représentes bien à l'international, puis gêne-toi pas. » Mais il y en a d'autres qui vont te donner une certaine pression. Il y en a d'autres, comme au niveau du podcast, qui pourraient dire, ben écoute, nous, on veut pas que tu ailles, exemple, je veux pas que tu ailles le logo du Canadien à l'arrière, essaye d'épurer ton décor, essaye de pas dire tel mot, moi, je veux pas que les gens changent qui je suis, je veux pas que les gens changent ma façon de penser, ma façon de dire les trucs, la façon de diriger mes entrevues. Regarde, moi, je suis bien ici dans mon décor, ça me ressemble. C'est plus ça, en fait, de dire qu'un commanditaire, c'est très bien, ça peut vraiment t'aider à porter ton projet à un autre niveau. Par contre, ça peut aussi te limiter, puis ça peut faire en sorte que, comment je pourrais dire, tu as beaucoup plus de restrictions qui t'empêchent ou qui te mettent une pression supplémentaire. Et là, tout d'un coup, le plaisir s'en va.
Et là, l'essence même de ton projet que tu as voulu faire initialement, ben, commence à disparaître. Puis là, tu finis par oublier pourquoi tu fais ça. Fait que dans Exact, ton c'est cas, ça. tu l'as appris. Là. Oh oui, puis je l'ai appris à la dure, là. Faire une crise de nerfs, puis voir clair, puis quasiment, ça a été tough, ce moment-là. Là. Une bonne crise d'anxiété. C'est pas comme si j'avais tout mon crew alentour de moi. J'étais tout seul en Oklahoma. Là, hey, boy. Il n'y a plus grand monde là-bas. Non, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que ça m'a vraiment fait grandir, puis ça m'a fait me poser des bonnes questions à savoir qu'est-ce que je voulais. T'sais. Wow. Écoute, c'est sincèrement inspirant ton discours. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Hey, excuse-moi, on a popé pas mal de 45 minutes. J'ai pas mes lunettes pendant le podcast, je vois jamais l'heure. Puis là, à un moment donné, je plisse mes yeux. Puis là, je vois, oh boy, OK, ça fait plus qu'1 heure. Écoute, sincèrement, je vais te laisser aller souper parce que j'imagine que tu dois commencer à avoir faim, surtout avec ta stature. Ça doit manger un bon poulet. C'est ce que je mange ce soir. Donc, je vais te laisser filer là-dessus. Puis en même temps, je vais souhaiter à tout le monde qui veulent, y a-t-il des façons que les gens peuvent t'encourager? Il y a aussi un petit commanditaire qui dit, écoute, j'ai envie d'encourager un athlète de chez nous qui nous écoute présentement. Y a-t-il une façon qu'il puisse t'encourager différemment? Ah, ben, moi, juste me dire bravo, juste venir me parler, ça me fait plaisir. Un commanditaire, évidemment, personne sur la terre qui va dire non, là, mais tu sais, moi, je veux pas me mettre de pression, puis je veux pas mettre de pression sur les gens, puis moi, je veux juste faire grandir le sport. Je veux juste que la long drive devienne un moment plaisant qui peut faire en sorte que les gens s'amusent, se regroupent. Fait que, tu sais, moi, venez me parler, puis venez juste me poser des questions sur la long drive. Dites-moi ce que vous frappez. Après ça, on va en discuter, tu sais, puis on va partir là-dessus. Là. Ah, ben écoute, c'est super. Sincèrement, là, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça arrive dans un avenir rapproché, que la long drive soit plus connue, en fait, que les gens puissent le connaître davantage. Et ça va passer par quelqu'un comme toi, Gabriel Caron-Landry, pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux ou simplement voir tes vidéos sur YouTube. J'en ai vu un ou deux même, puis c'est sincèrement exceptionnel là, de voir la vitesse d'un swing de golf. Impressionnant, sincèrement. Et je me mets comme défi de le voir en vrai dans la prochaine année. On ira jouer au golf. On ira frapper des balles à Joliette. Ça va me faire plaisir. Écoute, je vais essayer d'au moins te suivre à la moitié de ta drive. Ça serait quand même assez spécial. Je prendrai mon Fire 4. Ah, OK, c'est correct. Donne-moi une petite chance. Là. Donc, tous ceux qui veulent s'intéresser au beau sport de la long drive, vous pouvez suivre Gabriel sur les réseaux sociaux ou simplement aller trouver de l'information un peu plus sur Internet. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire également ou simplement si vous voulez passer par le podcast pour que je vous mette en lien. Ça va lui faire plaisir, j'imagine, de répondre à vos questions afin de pouvoir faire connaître ce beau sport davantage et qu'il y ait de plus en plus de cogneurs au Québec. Alors, je vous souhaite, je te souhaite en première chose, une excellente soirée. Et puis, parce que oui, on est rendu le soir pour ceux qui écoutent le podcast. Je ne sais pas il est quelle heure pour vous, mais il est 6h30 présentement. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été présent pour ce 15e épisode du Made in Québec podcast. Hey, merci. Ça fait plaisir. Alors, merci tout le monde et on se retrouve pour le 16e épisode du Made in Québec podcast.